des journalistes qui ont été pris, qui ont été torturés, qui ont été décapités. Et à côté de ça, tu as des bombes dans les mosquées, dans les cérémonies, etc. Et ça, voilà. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas une guerre que contre nous. C'est aussi une guerre contre l'islam, ou contre un certain islam. Mais attendez, juste un mot. C'est important parce que moi je suis pas un politologue, je ne suis pas ici en tant que journaliste. Quand je vous dis ce que je pense de Daesh, j'ai autant de pouvoir et de poids que si tu demandes ça, c'est vrai, je le pense, que si tu demandes ça à ton boulanger. Pour moi, c'est la même chose. Je n'ai pas le droit de dire ici, voilà, je pense ci, je pense ça. Je ne sais pas, je suis un citoyen français qui est informé comme vous et j'ai des certitudes, j'ai des convulsions, etc. Mais je ne suis pas le journaliste autorisé qui a ses lunettes sur la tête à la télé et qui a réponse à tout. Ça, j'exècre ça. Je veux savoir comment vous avez réussi à conserver un regard impartial, ou plutôt conserver une certaine objectivité face aux événements dont vous étiez témoin. Alors d'abord, est-ce que j'ai conservé une objectivité? C'était plutôt ça la question. Ouais. Je vais vous dire, sur l'Irlande du Nord, par exemple, sur l'Irlande, il y a un moment donné où j'ai décidé de ne plus écrire sur l'Irlande. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis plus apte à écrire sur l'Irlande parce que je ne suis plus objectif. Parce que moi, je trouve et je trouvais toujours que la République irlandaise, c'était moi ce que je souhaitais. C'est ce dont j'avais envie, c'est ce que je voulais voir se réaliser. Et une fois que tu penses ça, soit tu es un journaliste qui a pris parti pour un camp, mais je trouve pas ça bien. C'est-à-dire c'est pas possible que je me retrouve avec des républicains irlandais à Belfast et que ce soit eux qui me disent mais va voir en face quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est eux qui me conseillaient d'aller voir les ennemis pour que je comprenne ce qui se passait. Quand tu arrives à ce moment-là, il faut arrêter, je pense. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des militants. Être journaliste ou être reporter, en tout cas, parce que l'éditorialiste, lui, pense qu'il a ses certitudes arrêtées. Le reporter, il faut absolument qu'il soit bousculé à chaque fois. Tu ne peux pas arriver dans un endroit avec des certitudes. Il faut que tu arrives dans un endroit comme une enveloppe vide et que tu te remplisses de ce que tu apprends, de ce que tu vois et de ce que tu entends. C'est pas possible autrement. Il y a des reporters, ils arrivaient je ne sais pas où, avec des certitudes, avec tout leur dossier de presse, et chaque fois qu'on leur disait un truc, ils essayaient que ça colle avec ce qu'ils pensaient lorsqu'ils étaient encore à Orly ou à Roissy avant de partir. Non, c'est pas ça. Il faut que tu sois bousculé. Donc j'étais dans un journal qui s'appelait Libération, qui s'appelle toujours, pardon, et je suis parti au bout de 34 ans, et je vous donne un exemple. Avant d'aller faire mon premier reportage chez les Palestiniens, avant d'y aller, avant de mettre le pied chez les Palestiniens pour la première fois, le journal, on était riches à l'époque, les journaux étaient riches. Le journal m'a demandé d'aller en Israël. C'est-à-dire que l'on m'a dit, je ne veux pas que tu te retrouves chez les Palestiniens si tu n'as pas été chez les Israéliens. Je ne veux pas que tu... C'était avant de recevoir des pélos, des obus, etc., lancés sur les Palestiniens par les Israéliens, il faut que tu sois sous les requêtes lancées par les Palestiniens sur les Israéliens. Et donc ça, moi je trouve que tu es obligé toujours d'avoir la totalité du problème en face. Le jour où tu prends parti pour un camp, tu deviens éditorialiste. Tu fais un éditorial, voilà, notre journal a pris parti pour tel camp. Et moi je pense qu'un reporter, il ne devrait pas, je ne dis pas il ne doit pas, il ne devrait pas. Alors bon, évidemment, je vais faire le point Godwin sur la dernière guerre mondiale, c'était assez facile, ok. Mais la dernière guerre, dire ouais moi je suis plutôt contre les nazis, d'accord, ok, bravo, c'est très bien, etc. Mais tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi... moi j'aime là, c'est-à-dire que quelqu'un qui se serait endormi il y a 2 ans, nos ennemis, c'était
un an et demi même. Il fallait soutenir la résistance syrienne contre le méchant Assad. Aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Il y a quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, tout d'un coup, il ne sait plus très bien qui on soutient, parce que tout change, parce que tout évolue, parce que tout bouge. Là, je rentre de Beyrouth. J'étais à Beyrouth il y a 3 semaines. L'un des mouvements, un grand mouvement chiite de Beyrouth de Beyrouth, au Liban, s'appelle le Hezbollah. Et le Hezbollah enlevait les journalistes en 84. Aujourd'hui, le même Hezbollah fait le service d'hommes dans la banlieue sud de Beyrouth, de l'aéroport jusque dans leur quartier. Et lorsqu'ils croisent un occidental, ces mêmes gens, Hezbollah, ils disent « Vous et nous, l'État islamique Daesh, on va les tuer ». Les mêmes gens. Donc brusquement, tu es dans quelque chose qui a changé, qui a muté. Donc tu es retombé dans chiite contre sunnite, etc. Donc je veux dire, il faut faire extrêmement gaffe à ce que tu penses, à ce que tu crois et à ce que tu dis. Et il faut accepter, surtout, c'est ce que je trouve fondamental, il faut accepter d'être bousculé dans tout ce que tu crois. Même si, mais qu'est-ce que j'aime ces moments où je suis rentré dans le reportage, je suis rentré avec la conviction inverse, non pas la conviction de journaliste, mais je suis rentré en disant je me suis trompé. Quand je suis arrivé à Bagdad, je suis désolé, c'est en 91, donc c'est très vieux, mais je suis arrivé à Bagdad avec partout dans la presse, partout la guerre propre. Les Américains menaient une guerre propre en Irak. La guerre propre, ça veut dire que, par exemple, vous avez un missile, Tomahawk, comme ça, qui évite la population, qui évite les gens, qui évite les enfants, les jardins, tout ça. Puis il voit un char, il bouge, il rentre dans le canon du char, genre, dans le canon du char, il tue tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'abîme rien autour. On pensait qu'il y avait une guerre propre qui était en train d'être menée par les troupes américaines. Et le premier Tomahawk, le premier missile que je vois, le premier, j'étais avec une fille qui s'appelle Françoise Joly de France 2, qui était reporter à l'époque, qui s'occupait maintenant de l'émission Envoyé spécial. Et le premier qu'on voit dans le ciel, c'est-à-dire qu'un Tomahawk, c'est comme un sous-marin en l'air et qui ne va pas très vite. C'est très très impressionnant. C'est pas un truc qui file, c'est un truc que tu peux suivre à l'œil nu. Et donc on a tous suivi ensemble, les journalistes, le premier Tomahawk qu'on voit, qui est tombé évidemment dans un lieu d'habitation, avec des enfants, des mères, il y avait des morceaux humains partout, pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre propre. Quand tu arrives, tu penses qu'il y a une guerre propre, et à la première seconde, tu dis, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que les faits démentent ce que moi je pouvais croire. Je ne peux pas rester avec mes rêves si mes rêves sont faux. Pour moi, ça c'est fondamental. Tant pis pour mes rêves. Et merci à la réalité. Je suis désolé. Merci pour les premières. Merci à vous.
faut un micro, je crois, là-bas. Oui, il y a un micro là qui est là. Ah d'accord. Ah bon, excusez-moi, il y a une jeune fille qui est là. Voilà. J'ai juste une question, c'est dans le livre. Quand l'auteur se fait attaquer, vous décrivez avec une certaine violence les dégâts avec les enfants et les femmes dehors, mais vous dites que Georges sourit. Oui. Et est-ce que vous pouvez l'expliquer? Enfin, j'ai pas bien compris. Mais je crois que je t'ai expliqué en fait. C'est parce que vous dites que Ce sentiment, c'est Georges sourit, Georges dit qu'il est bien, Georges dit à un moment donné qu'il ne changerait pas ce sentiment pour la paix d'avant. C'est-à-dire que Georges, il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il vient son histoire ancienne, il pensait avoir connu la violence. Il pensait qu'il était habitué à la violence. Or, Georges, brusquement, il se retrouve dans un lieu en guerre. Et la première manifestation qu'il a de la sidération, c'est le sourire. C'est « j'y suis enfin. Je vais enfin savoir ce qu'il y a en moi. » Tu comprends ça? C'est exactement. C'est pas je souris parce que gna gna gna, c'est ça y est. Ce que je voulais, ce que je cherchais, presque ce que j'espérais, j'y suis. Il y a Sabra et Chatila qui va balayer ça après, mais bien plus tard. Encore deux questions et après on se... Moi j'en ai une, mais je ne sais pas si on s'élève d'abord. D'accord, oui. Oui, je suis désolé si je vous reviens. Non, c'est très gênant. Ça va? C'est impératif. Oui, bien sûr, je comprends bien. Allez-y. Moi, ce que j'aimerais vous demander, en fait, c'est... Vous êtes où? Excusez-moi. Ah, pardon. Oui, ça y est, parce que vous teniez l'eau en même temps. C'était compliqué. Ouais. Ce que j'aimerais vous demander, en fait, c'est... Qu'est-ce qui a fait que dans la guerre, ça vous a fait penser comme ça aujourd'hui, et qu'est-ce qui, dans notre société, nous empêche de penser comme ça, en fait? Pensez comment, pardon? Penser qu'il faut toujours rester dans la réalité, et qu'il n'y a plus vraiment de rêve, et que c'est pas... il n'y a pas une paix qui peut rester comme ça, enfin, et que la guerre, c'est réel, ça se passe, et vous la voyez de vos propres yeux, et ça se passe pas du tout comme on pense, nous. Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est pas que la guerre se passe pas comment on le croit nous. C'est que je me méfie du bon camp. Les bons et les gentils. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je sais qu'un bon, les gentils et les méchants. Il y a des moments où le gentil peut devenir méchant pour toutes les raisons que tu veux. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, enfin, moi, ce qui me... Si tu veux, en chacun de nous, vous ne pouvez pas vous imaginer l'être que l'on héberge. Là, je vous pose une question très très bête, mais quelqu'un enlève quelqu'un que vous aimez fortement. La personne, il y a une personne qui sait où est cachée, enfin où est retenue la personne que vous aimez. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour que la personne qui sache parle? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez faire pour que la personne parle et avoue là où est cachée la personne que vous aimez et qui est en danger de mort, par exemple. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses que, juste que, c'est pas les rêves sur la guerre et la paix qui sont abîmés, c'est les rêves sur nous, sur l'humain. C'est-à-dire que, moi, je me demande parfois, sauf en Europe, apparemment, elle est ouf, mais j'en étais en train de me demander si c'était pas la guerre qui était une abomination entre deux temps de paix, mais si c'est pas la paix qui est une curiosité entre deux temps de guerre. Mais c'est important, c'est-à-dire que moi, c'est pas les rêves sur la guerre et la paix qu'il faut que je perde ou que j'ai perdu. C'est les rêves sur les bons et les méchants. Parce qu'être méchant, ça va vite. Tu t'en rends même pas compte. Alors, il y a des méchants de fable, des méchants qui sont tellement méchants, les orglubes, les trucs de BD, les grands méchants, les maîtres du monde, ça c'est simple comme ça. Mais ça n'existe pas exactement. C'est-à-dire que tu as des méchants, tu as des tueurs, tu as des salauds,
qui sont des gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien à perdre, et qui donnent coup pour coup ce qu'ils ont reçu. Et donc, si tu veux, c'est très... tout est plus compliqué que les gentils et les méchants, que le blanc et le noir. Et je pense que notre intelligence, c'est de se commencer à s'intéresser aux gris, y compris aux zones grises qui sont en nous, parce qu'on a des zones grises en nous. Et dès que tu t'intéresses aux zones grises, dans la population, dans l'humanité, en toi-même, dans l'information, dès que tu es dans la complexité des choses, c'est extrêmement riche. Et là, tu abordes les choses différemment. Mais il n'y a pas de bon et de méchant. Chacun peut être le méchant un jour, et puis le bon, c'est plus difficile. Mais le méchant, ça va très vite. Je veux dire, on vous a tous parlé de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais dans les tueurs nazis, les Einsatzgruppen, qui ont balayé toute l'Europe de l'Est, la Russie, la Biélorussie, etc. Ceux qui tuaient, mais qui tuaient les femmes, les enfants, c'était des réservistes, c'était des vieux pépères. Souvent, c'était des vieux pépères. C'était des petits bonhommes, avant, ils étaient bibliothécaires, ou ils étaient profs, et tout d'un coup, il y a une raison d'État comme ça, tu deviens le tueur le pire du monde. Mais c'était des petits pépères. Tu ne nais pas bourreau, tu le deviens. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tu le deviens et comment est-ce qu'on t'en empêche. Et moi, c'est ça, si tu veux, je suis rentré de toutes ces guerres en ayant la certitude que nous avons en nous de quoi faire la guerre. Et c'est plus facile que de faire la paix. Et dans toutes les guerres, mais toutes les guerres, le plus difficile, c'était après. C'est comment est-ce qu'on reconstruit la société, comment est-ce qu'on se réconcilie, comment est-ce qu'on remet en place les structures, comment faire la guerre, c'est simple. Ton ennemi, boum, ça y est, c'est facile. Mais après, comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on recommence tout à zéro. Le plus dur, c'est ça. Le plus dur, en fait, dans la guerre, c'est la paix qui suit. Et ça, il faut vraiment avoir été frotté à ces événements-là pour s'en rendre compte. Et j'espère qu'il n'y a pas que des futurs soldats. Mais on ne sait jamais. Je voudrais savoir si vous avez été blessé, parce que la description de Georges après l'explosion. J'étais blessé. Moi, j'ai laissé le livre à un moment, j'ai posé le livre. Je l'ai lu comme ça. Donc, vous avez vécu ce qui est. Alors, pas là, pas ici, mais ça m'est arrivé. Oui. Mais ça va, mais ça m'est arrivé. Encore. Et pour ceux qui ont lu ce livre, tout est venu en fait, tout est reparti de ce que je décris au début du livre ou à la fin. Cette scène avec ce vieux Palestinien. Et pour moi, c'est une scène qui m'a hanté beaucoup, souvent. Ce vieux Palestinien qui me prend comme ça, et qui me regarde et qui me dit, toi, tu as vu la mort, mais tu n'as pas tué. Et il disait que ceux qui ont tué se reconnaissent entre eux. Et je me suis dit, voilà, ça c'est le point de départ de ce texte, parce que je vais offrir à Georges ce cadeau empoisonné qui est de donner la mort. Alors, moi j'ai une question plus sur votre parcours, et je me demandais comment vous est venue l'idée d'être reporter de guerre. En fait, je voulais être reporter. Moi, ce que je voulais, d'abord, attendez, juste pour que vous imaginiez, je suis rentré à Libye en 73. Donc il n'y avait pas de radio, il y avait juste les radios d'État, mais il n'y avait pas de rock à la radio, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien du tout. Il y avait 3 chaînes, peut-être, mais pas plus, à la télé. Il n'y avait pas de journaux que l'on connaissait. Il n'y avait pas de journaux qui nous parlaient, à part Combat, mais qui était un vieux journal au plomb, qui était un mot. Il n'y avait rien pour les jeunes. J'avais l'impression que l'on était oublié de tout, de la télé, de la radio, etc. Donc on a créé un journal Libération, mais d'abord je ne voulais pas être journaliste du tout, moi, mais on s'est dit, et si, puisqu'il n'y a pas ce qui nous ressemble, si on crée quelque chose qui nous ressemble. Moi, j'ai pas du tout, vu mon cursus universitaire, 1 an,
J'aurais jamais pu être journaliste, parce que maintenant vous le savez peut-être, mais journaliste c'est bac plus 2 plus une école. Il y a une école à Paris, à Lille, etc. Mais, et ce que je voulais, moi, c'était être journaliste, c'est-à-dire voir par moi-même et raconter ce que les autres ne nous disaient pas dans les journaux. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la justice. J'étais extrêmement intéressé par la police, la justice, l'institution judiciaire. Et puis un jour, mais je ne sais pas pourquoi, ah si, il y a eu l'Irlande. Ça, l'Irlande, j'aimais tout de suite. Mais ce n'est pas la terre d'Irlande qui m'intéressait, c'était le pays. Et puis il se trouve que dans un pays au nord, il y avait la guerre. Mais tu deviens reporter de guerre parce qu'un jour tu es dans la salle de rédaction et quelqu'un dit, ton rédacteur en chef te dit, qui veut aller là? Puis bon, puis tu n'as rien à faire ce soir, puis tu as envie de voir, puis tu as envie de te voir là-bas et tu lèves la main. Le plus dur moment, c'est quand tu lèves la main dans la salle de rédaction. Après, tu es embringué dans un truc. Donc, mais le plus dur moment, c'est d'accepter le fait que tu vas être confronté à quelque chose dont tu ne reviendras pas intact. Et tu ne le fais pas en disant ouais, je suis confortable également, parce que tu veux y aller, parce que ce que tu entends à la radio, ça ne te satisfait pas, ce que tu lis dans les journaux, ça ne te satisfait pas, ce que tu vois à la télé, ça ne te satisfait pas et tu as envie d'aller voir par toi-même, pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu as envie de comprendre. Et tu y vas une fois. Et puis comme tu y as une fois, on propose une deuxième fois, puis une troisième fois, puis tu y retournes, et tu ne te rends pas compte au bout d'un moment que tu fais plus que ça, ou presque. Mais le reporter de guerre, il y a un moment donné où c'est son quotidien. Il y va, puis il se repose, il repart dans un autre pays, puis il se repose, dans un autre pays, il se repose. Mais il n'y a pas de parcours pour être reporter de guerre. Le reporter de guerre, c'est pas un journaliste qui un jour a levé la main pour partir et à qui sa rédaction en chef a fait confiance. En fait, c'est ça. Et alors, je peux te dire un truc pour moi il faut avoir peur, il faut trembler, il faut toujours avoir peur. C'est-à-dire que si tu n'as pas peur, tu es mort. Donc il faut à aucun moment, le reporter qui te dit moi, j'ai pas peur, c'est absolument faux. C'est la peur qui te fait rentrer. C'est la peur qui te fait aller à gauche plutôt qu'à droite. La peur, pas la panique, mais juste le sentiment, il faut partir parce que tu as envie de rentrer. Tu pars pas sur un front parce que ta copine t'a largué ou parce que je sais pas quoi, ça tu peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu ne rentres pas. Il faut que tu rentres parce qu'on t'attend ici, et parce qu'on t'aime ici, et parce qu'on te veut ici. C'est le seul moyen. Quand un reporter de guerre part, il faut qu'il soit absolument dans sa tête, dans sa vie, il faut qu'il soit bien. Il ne faut pas, ouais, je pars, puis tant pis, si je m'en là-bas, parce que c'est sûr qu'il va mourir là-bas. Mais il n'y a pas de... Tu ne deviens pas reporter de guerre, tu deviens journaliste, et puis un jour, bah, tu profites d'une opportunité, d'une porte qui s'ouvre, en sachant tout ce que ça veut dire, et tout ce que tu vas déguster. Et surtout, mais ça c'est pour tous les journalistes, pour les reporters, tu es plus acteur. Tu es plus acteur, tu es spectateur. Tu es spectateur de tout. Donc tu n'es pas acteur. C'est-à-dire que même si tu es dans un trou d'obus, s'il faut que tu sortes de ce trou d'obus, tu ne peux pas prendre une arme, même pour tirer en l'air, tu ne peux pas. Tu es acteur. Il faut accepter de n'être plus que acteur. Mais tu es un acteur magnifique parce que tu rapportes ce qui se passe. Parce que sans toi, personne ne sait. Donc tu es un acteur qui rapporte, mais qui ne prend pas de rôle dans la guerre que tu couvres, exactement comme si tu es chroniqueur dans un procès, ben, tu ne te lèves pas en disant ce procès est nul ou Monsieur le Président, tu ne peux pas, tu te tais, tu notes. Ben, dans la guerre, tu te tais et tu notes. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez vécu? Aucun. Et j'ai des regrets secrets, par rapport à ce que je ne vois pas, par moi-même. Voilà, il y a des... Enfin, si dans un autre monde, là, si, voilà, j'aimerais être en Syrie, en ce moment. J'aimerais être en Irak. J'aimerais être avec les Kurdes, à Kobané. Voilà, mais il y en a d'autres qui le font très bien, et c'est leur tour. Mais j'ai des regrets de ne pas voir par moi-même, mais plus le regret de ah oui, en guerre, c'est formidable, c'est pas ça. C'est juste qu'il me manque l'odeur, il me manque le lieu, il me manque les voix, il me manque ça pour comprendre et pour rendre compte.
dévore tout ce qui se fait, mais je suis spectateur maintenant de ce que font les autres. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez pu faire Comment pardon? Est-ce que vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez pu faire ou dire avant? Aucun. Non. Enfin, comme ça, il faut que ça soit un regret considérable, mais je n'ai rien fait de mal que je puisse regretter. Peut-être que des fois je suis rentré trop tôt, peut-être que je suis retourné trop tôt là-bas, mais en tout cas, non, je me regarde en face. Je peux me regarder en face. Alors là, je crois, oui, après, il y a plusieurs mains qui se lèvent, mais le problème, c'est que vous avez cours, hein, et il faut quand même respecter les professeurs qui doivent vous faire cours. Donc on va arrêter là. Vous allez, ceux qui veulent poser encore des questions, qui ont un peu le temps, vous allez voir sur Chalandon pour lui poser directement une question. Il n'y a pas trop longtemps parce que... Donc d'abord, on remercie vraiment Sœur Chalandon, bien sûr, et ensuite à se diriger vers ce couloir pour prendre les escaliers et directement au lycée. Je vais vous ouvrir la porte entre les deux. Pour toi aussi.